Salut à tous et bienvenue pour ces résultats de sondage qui vont être un peu plus courts que la moyenne parce que c'est les vacances, merde. Une fois de plus, je m'excuse pour Hugo qui ne peut pas participer. C'est vrai que ça commence à faire un petit peu long. Et ce coup-ci, c'est pas parce qu'il ne pouvait pas, c'est parce que il n'avait vu aucun des films de la liste, à peu de choses près. Il en a vu deux, trois, donc il s'est dit, si j'ai pas participé à ça, ce sera un petit peu inutile. Et je le comprends. C'est pas plus mal comme ça me fera moins de boulot. Et ça fera une vidéo vite fait. Je la chie vite fait, voilà. Je vois ce que je pense des films, blablabla. J'ai essayé de faire un petit peu d'effort quand même, hein, rassurez-vous. Puisqu'on va parler de Blue Sky, un studio qui a fermé ses portes il y a quelques mois de ça maintenant. Et je vais pas les regretter énormément, à titre personnel. Soyons clairs, c'est pas non plus un studio que je désapprécie ou qui m'irrite ou quoi que ce soit. Mais c'est pas non plus un studio qui a su créer énormément de films sensationnels que j'ai vus. Il y a un cas un peu exceptionnel là-dedans qui a su m'avoir un peu particulièrement, on en parlera. Mais globalement, ce sont des films qui n'ont pas laissé une grande trace chez moi. Vraiment. Il y a la franchise principale dont on va parler tout de suite sans trop tarder et deux, trois films à part ça que j'ai un peu suivis qui m'ont un tout petit peu marqué. Le reste, c'est vraiment pour rattraper que j'ai dû les voir. Sachant que je les ai pas tous vus. Je suis désolé, je m'excuse d'avance, mais il y en a deux que j'ai sauté parce que j'avais vraiment pas envie. Et on en parlera quand on y sera, mais voilà. Pour commencer, on va voir les résultats de la franchise principale de ce studio, c'est-à-dire l'Âge de Glace. Et oui, on connaît surtout Blue Sky pour l'Âge de Glace. C'est un petit peu ce qu'est la franchise Moi Moche et Méchant à Illumination, faut dire. C'est très similaire, hein. J'ai quand même beaucoup plus de respect pour Blue Sky que pour Illumination. Et si on regarde un petit peu le nombre de votes, au passage, oui, 202 votes, vous avez pas été très nombreux. Je reconnais que c'est en partie ma faute, j'aurais dû relancer un petit peu, rappeler qu'il y avait un sondage en cours. Je l'ai pas fait. J'aurais dû, peut-être qu'il y aurait eu plus de gens qui ont voté, mais bon, c'est pas non plus une fois de plus un studio qui parle à énormément de monde, et on verra que même parmi les 202 votants, il y aura quelques films qui ont eu il y a des votes désastreux, quasiment aucun vote, hein. Mais on en parlera, on y viendra. En tout cas, L'Âge de Glace, hein, le premier film étant celui le plus voté, hein, presque 200 votes, parce que la totalité des gens ont voté pour. Et ouais, c'est le plus connu, celui qui a lancé le studio et qui aura toujours un côté un peu particulier parce que je pense à titre personnel que c'est le seul film du lot à avoir su faire passer un impact émotionnel sincère. Bon, je vais pas dire qu'il y a rien dans certains autres films que je vais citer par la suite, mais ouais, c'est clairement pas les autres films L'Âge de Glace qui ont su vraiment se centrer sur l'émotion de façon aussi bonne. J'adore L'Âge de Glace 3, on en parlera, mais je ne trouve pas une seule seconde que dans le récit, dans la mise en scène, il y avait quoi que ce soit d'émotionnellement fort dans les suites. Là, il y a quelque chose de fort dans l'approche de ces trois paumés qui se regroupent autour d'un enfant, à la trois hommes et un couffin. Voilà, c'est pas original, hein, ça a déjà été fait, mais voilà, c'est trois hommes et un couffin avec des animaux préhistoriques. Enfin, pas préhistoriques, je sais pas exactement, à chaque fois je me plante sur les périodes, hein. Dites-moi quelle période exactement c'est. Bref, des animaux qui doivent s'occuper d'un bébé avec les trucs comiques qui vont avec, des personnalités remarquables. Faut le reconnaître. Et ouais, là, le message émotionnel qui va avec sur l'acceptance des cultures différentes entre les animaux et les humains, ce qui est fait de façon relativement subtile et pas aussi rentre-dedans que dans d'autres films. J'apprécie ça, notamment dans Frères des ours, là, paf, en pleine gueule, on nous balance ce message, faut se comprendre tout ça. Là, on fait un truc un petit peu plus subtil, je trouve, et oui, on appuie quelque chose de fort émotionnellement autour de Manny, le personnage central. Oui, honnêtement, le mammouth est un petit peu le personnage central, je trouve. Enfin bon, ce petit cœur émotionnel concret, c'est ce qui met ce film un petit peu à part des autres et qui lui donne plus
plus de poids dans un certain sens, même si ça reste un premier film avec pas mal de maladresse pour moi, mais je comprends aisément pourquoi on a aussi bien noté ça pour ce que ça a pu faire ressentir. Le second film, par contre, les notes, je suis tellement pas d'accord, je trouve qu'il est assez plat, enfin, tout juste correct quoi. Parce que on perd la notion presque intimiste qu'il y avait dans le premier film, où c'était vraiment trois personnes qu'on suivait vraiment toutes seules. Là, on essaye de créer une communauté et tout, et on a totalement changé l'ambiance, l'atmosphère principale. Ce qui fait que, ouais, il y a un peu d'intrigue à prendre au sérieux là-dedans, mais globalement, c'est surtout des excuses pour faire du gag. Et la plupart des développements, la plupart des intrigues, n'ont pas de cœur émotionnel particulièrement poussé. Et ouais, je vous cache pas que les nouveaux personnages, hein, la nouvelle petite copine de Manny et ses deux frères opossum, je les trouve pas géniaux. Et le fait qu'ils restent présents jusqu'à la fin, c'est cool de retenir ça, mais ouais. Hein, c'est peut-être le truc quand même qu'il y aurait à souligner en bien dans la franchise L'Âge de Glace en règle générale, c'est que les personnages qui sont introduits et qu'on rend importants, et quand ils partent pas, ils partent pas. Ils font partie de votre intrigue dans la suite. Hein, on va pas les oublier. Maintenant, ils font un peu partie de la famille. Hein, même si c'est pas vraiment les meilleurs personnages pour moi. Je veux dire, ouais, la fille, ça va. Elle passe, mais vraiment les deux opossums, j'ai eu beaucoup de mal. Hein. Étant donné qu'on se les tape pendant 4 films, je vous cache pas. Hein. Alors ensuite, nous avons eu le troisième film, qui est mon préféré du lot, en dépit du fait que oui, il n'y a pas de cœur émotionnel, c'est du gros délire, mais c'est du délire qui me fait marrer. Avec les dinosaures comme par hasard qui surgissent à ce moment précis. Toutes les situations cocasses, et évidemment mon personnage préféré de cette franchise, Buck, qui est une espèce de taré hilarant qui sauve énormément de choses dans ce film, parce que, une fois de plus, l'intrigue elle est sans intérêt. L'intrigue, elle est forcée, il est grossière, mais il est tellement au centre, on le met tellement en avant celui-là, et les réactions des personnages qui vont avec, les situations comiques qu'on crée sont tellement réussies que je peux pas m'empêcher d'apprécier ça. Après, ouais, il n'y a pas de trucs très recherchés dans le propos, et je peux pas non plus dire que c'est un film génial, mais ouais, j'aime beaucoup ce film pour son humour. Pour moi, ça ne rattrape pas tout. Vraiment, mais ça aide bien à faire passer pas mal de choses. Vraiment. Ensuite, nous avons le quatrième film, et c'est le début de la vraie déchéance pour cette franchise en ce qui me concerne, puisque c'était plat. On commence à appuyer des relations qui sont sans intérêt entre le père et la fille ado qui ont du mal à se cerner, tout ça, c'était assez naze. Encore que on n'en a pas fait des caisses, contrairement au film suivant. Et ouais, l'intrigue qu'on a mis en place, on sentait vraiment que vous aviez plus d'idées et que vous forciez les choses, quoi. À un niveau... Le fait qu'on doive amener la grand-mère de Sid, le conflit avec cette espèce de troupe de méchants lambda et caricaturaux, c'était assez plat. L'humour, honnêtement, était beaucoup moins réussi, beaucoup moins impactant, et c'était un film qui se regardait sans plus, pour moi. Qui avait plus la pêche, qui avait perdu la pêche, hein, sans mauvais jeu de mots, hein, pour ceux qui connaissent les personnages, qu'on avait dans les films précédents en termes d'humour. Et encore, le second film, une fois de plus, c'était déjà un peu limite. Donc, ouais, c'était déjà plus grand chose. Et puis on a eu le cinquième film, qui j'avoue est très mémorable, dans le sens où c'est un énorme bordel qui va dans tous les sens, qui ne sait pas s'en tenir à une intrigue, et qui se ressent le besoin de raconter des trucs sur tout le monde. Tout le monde, tous nos personnages qu'on a mis en place des films 1 à 4, donc même ceux du film précédent qu'on a gardé, il faut qu'on leur donne un petit truc, une petite intrigue, et donc il y en a, pour certains c'est expédié, pour d'autres c'est bordélique, c'est n'importe quoi. Ça va dans tous les sens, c'est pas du tout réfléchi ou quoi que ce soit, et ouais, Scrat dans l'espace, il est marrant Scrat, mais là c'était vraiment le truc de trop, quoi. Scrat commençait à devenir un petit peu assommant, et le fait d'aller à ces extrêmes là, à ce point,
pour essayer de renouveler l'humour autour de lui. C'était... On sentait vraiment que c'était désespéré là, c'était la suite désespérée ce truc. Et ouais, je pourrais m'étendre des plombs sur les conneries de chaque sous-intrigue, sur chaque personnage. L'histoire d'amour complètement foireuse et grotesque entre Sid et cette fille qu'il rencontre, c'était pour forcer le truc. Diego s'est trouvé une copine dans le film précédent, il fallait qu'il en ait une lui aussi. Et encore, au moins pour Diego, même si je trouvais que c'était assez plat dans le film précédent, c'était fait de façon à ce que je puisse comprendre la logique de ce couple. Mais là, non, c'est n'importe quoi. C'est un gigantesque n'importe quoi, pas réfléchi, pas bien dirigé. Et c'est le genre de choses qui me fait un peu me soulager de savoir que Blue Sky a fermé ses portes, à part pour les pauvres gens qui bossaient et qui n'ont plus de boulot. Ça c'est pas bien du tout, hein, mais pour qu'on nous évite ce genre de truc par la suite, parce que là, vous pouviez pas faire plus. Là c'était vraiment trop, totalement trop. Hein. Autant j'étais prêt à prendre les films 1 à 4, tant celui-là... Enfin voilà. Comme pour vous apparemment, cette quinqualogie n'est pas allée en s'arrangeant en ce qui me concerne, et ouais... C'était temps que ça s'arrête, vraiment temps que ça s'arrête. Voilà ce qui conclut un petit peu le gros morceau de ce studio, ce qui a vraiment parlé aux gens. Après coup, on va avoir une liste de films qui ont été moins votés, hein, il y a moins de votes pour cela, et qui n'ont pas eu des notes aussi poussées, sauf un, on en parlera, parce que j'ai le sentiment que c'est un cas particulier, mais... Voilà, on va commencer avec le second film du studio dont j'ai parlé récemment, donc je vais aller assez vite, Robot, que vous aimez à peu près. Je vois très bien pourquoi, je me suis déjà étendu à fond là-dessus, donc dans ma critique et dans le top retour que j'ai sorti très récemment, donc on va pas s'étendre des plombs dessus. C'est un film réussi dans son humour et son animation, son rythme. Dans l'écriture, ça pêche trop. Voilà, hein, c'est vraiment dommage. Je trouve qu'avec une bonne écriture, ça aurait pu être génial, mais il y a trop de manque là-dessus par rapport à ça. Nous avons Horton, mon film préféré de Blue Sky, parce que je trouve que l'humour se marie parfaitement au scénario, qui est plutôt bien pensé, pour une fois, parce que c'est pas un scénario original, c'est du Dr Seuss, hein, c'est écrit par quelqu'un, hein, c'est une adaptation d'un conte, et ce conte, je trouve, se prenait très bien à cette idée de faire des petits délires, d'avoir des personnages un petit peu à part, un petit peu loufoques, qui partent un petit peu dans leur pitrerie, leur bizarrerie, sans aller trop loin, sans dénaturer le récit qu'on veut faire passer, parce que le récit est quand même un peu loufoque de base, quoi. Il y a des gens qui vivent sur un petit grain de poussière, il y a un éléphant qui a des grandes oreilles, donc il les entend là-dedans, qui va tout faire pour essayer de sauver ce grain de poussière, même si les gens ne le croient pas, même si les gens n'ont pas envie que cet idiot déblatère sur ce genre de considération ridicule. Et oui, c'est très loufoque, hein, c'est très excentrique comme scénario, mais ça amène la considération de ce qui n'est pas visible. Je trouve que lorsqu'on appuie ça du point de vue d'Horton, c'est plutôt joli lorsqu'on l'appuie, mais je ne vais pas non plus me foutre de vous. La raison principale pour laquelle j'apprécie ça, c'est pour les échanges très drôles entre nos personnages. Voilà, le récit est bien fait, parce que c'est du Dr Seuss, c'est quand même plutôt réfléchi, Dr Seuss, de ce que j'en sais, et on l'agrémente bien avec de bons moments de personnages, des réactions parfaitement réussies, qui font mouche la plupart du temps chez moi. À nouveau, il y a quelques petits passages qui sont un petit peu discutables. Oui, le passage manga était un petit peu trop celui-là, mais des réactions qui sont hilarantes. Une réaction que j'adore particulièrement, c'est lorsque le maire de Zouville, donc la petite ville sur le grain de poussière, essaye un petit peu de partager sa situation avec sa femme, alors que c'est un peu le seul à savoir qu'ils sont en danger de mort en étant sur un petit grain de poussière. Il y a ce côté très drôle sur la façon dont il le présente, et
on parvient tout de même à ressentir la détresse du personnage derrière, sur sa situation. C'est un excellent mélange qui est fait là-dedans. Et il y a beaucoup de dialogues comme ça que je trouve super bon, où on appuie parfaitement l'humour des personnages, le côté cabotin des personnages, sans dénaturer totalement les enjeux graves. Étant donné que l'univers est loufoque de base, vraiment, l'univers, le concept est loufoque de base, le fait de rendre nos personnages loufoques n'est pas du tout de mauvais ton, contrairement à d'autres cas, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Et grâce à ça, on arrive tout de même à être pris dans les enjeux sans que ça nous sorte trop. En tout cas, pas moi. Ah, et ça vient du fait qu'une fois de plus, il y a d'excellentes réactions et d'excellents dialogues. Ça vient en grande partie de ça. Et ouais, j'aime beaucoup ce film pour ça. Est-ce que c'est un film sensationnel? Est-ce qu'il y a des grossièretés dedans? Oui, il y a des grossièretés dedans. Le film n'est pas sensationnel en soi, mais c'est un film qui me donne vraiment la pêche. Vraiment la pêche. Et je trouve pas que ça gâte le message au départ. Vraiment. Donc, ouais, c'est tout bon, sincèrement. C'est vraiment plaisant, un bon divertissement, bien appuyé, bien exacerbé à son plein potentiel, qui, au bout du compte, mérite pas tant que ça d'être considéré parmi la crème de la crème en animation, c'est sûr, mais qui a parfaitement su toucher les bons points pour moi dans son approche du divertissement. C'est pour ça que ouais, ça fait partie, enfin ça faisait partie de mon top 15 des films non Disney animés que j'ai fait. Maintenant, il y en a quelques-uns que j'ai vus qui sont un peu meilleurs que ça et qui doivent un petit peu le supplanter, mais voilà, c'est pour dire ça. Donc, ça, c'est fait. Ensuite, nous avons dans la liste, une seconde, je sais plus, Rio. Voilà, je vais parler vite fait de ça, puisque je m'en souviens à peine de ce truc. J'ai trouvé ça ultra plat. Je suis sur le cul, vous y avez mis une aussi bonne note à ce truc-là, même si je pense que ça doit venir du fait que ça dépeint Rio, donc le Brésil, de façon plutôt bonne. S'il y a un truc positif que j'ai à retenir de ce film, c'est que les personnages humains, pas nos personnages je sais même pas ce que c'est, des perroquets, des oiseaux de mon cul, quoi, qui sont importés là, j'en ai rien à foutre. Les perroquets, j'en ai absolument rien à branler. C'est les mêmes dynamiques pourries, sans la moindre originalité qu'on a vu des tas de fois avant. J'en ai rien à foutre de leur couple, j'en ai rien à foutre de leur aventure, j'en ai rien à foutre de leur péripéties. C'était plat et chiant. Par contre, ce qui est parvenu à sauver un petit peu ça, c'était la dépiction, la représentation de Rio, de ces gens, leurs coutumes, et comment nos personnages humains ont été pris là-dedans. Vraiment, j'ai été beaucoup plus intéressé par suivre le petit parcours de la maîtresse de notre oiseau principal que de suivre le parcours de notre héros principal. C'est le truc qui a réussi à sauver le coup, mais voilà le topo, quoi, ça m'a pas du tout donné envie de voir la suite. Je vais en parler dans pas longtemps, parce que bon, c'est pas tout de suite qu'on va en parler, mais ouais, la mise en place pour une suite laissait rien présager du tout. Vous aviez conclu quelque chose, et on allait se centrer sur nos personnages après coup. En tous les cas, entre-temps est sorti Epic, qui n'était pas si épique que ça pour moi. Elle était facile celle-là, Badumcha. Ouais, c'est un film dont je me souviens à peine, en fait. Je sais que je l'ai vu. Je me souviens de la limace. Hein, c'est une espèce de comique de service pas drôle, mais en dehors de ça, je me souvenais que c'était pas trop mal la façon dont cette femme était amenée dans ce monde miniature. Les personnages m'ont pas marqué du tout, les enjeux m'ont pas marqué du tout, je me souviens à peine de la base de l'intrigue, quoi. C'est une guerre, quoi. C'est une fille, une femme qui est rapetissée, qui est prise dans une guerre, mais waouh, je me souviens à peine d'autre chose que ça, quoi. Ce film, c'est comme En route de DreamWorks pour moi, c'est-à-dire que je sais que je l'ai vu. J'ai pas passé un moment atroce, je vais pas souvenir en tout cas, mais punaise, c'est vraiment ressorti, hein. Wouh, c'est totalement sorti de la tête, là, hein. Punaise. Donc, j'ai pas de choses à dire, quoi. Hein. Ça se regarde, j'imagine.
Je me souviens pas avoir été particulièrement irrité en le voyant, donc à part le sidekick, l'image qui était débile, mais sinon, à part ça... hmm. Bon, voilà que c'est dit ça. Désolé pour les fans de ce film, parce que j'ai vu en commentaire qu'il y a des gens qui adorent ce film, et tant mieux pour vous. Moi, ça m'a pas du tout marqué, quoi. Mais je dis pas qu'il est nul, je dis pas qu'il est nul, j'ai juste qu'il est pas mémorable, c'est tout. Ensuite, Rio 2, donc pas vu celui-là. Parce que j'ai vu la bande-annonce, j'ai vu le premier film, je me suis dit, c'est pas la peine. Je vois pas l'intérêt de la chose. Vous essayez de nous refaire un L'Âge de glace avec ça. C'est exactement ça. Vous essayez de nous refaire une espèce d'univers étendu à la L'Âge de glace. Dans L'Âge de glace 1, il y avait vraiment une situation à part, quoi. Un scénario, une intrigue précise où nos personnages doivent gérer quelque chose d'assez grave, d'assez important et plutôt terre à terre, dira-t-on, hein, dans un certain sens. Voilà. C'était particulier. Et après, on a voulu étendre ça en mettant en place une communauté, des personnages qui se rencontrent, qui vivent ensemble, tout ça, en étendant le truc. Et ouais, étant donné qu'on part de personnages qui me plaisent de base, j'ai été pour suivre ça, même si techniquement on sortait totalement des ambitions du premier film, vraiment, totalement. Mais là, les ambitions du premier film, qui n'étaient pas mauvaises en soi, c'était d'amener ces animaux en voie d'extinction à Rio, euh, cette idée-là, elle est passée maintenant, il n'y a plus besoin de ça. Et on doit se centrer sur une communauté d'oiseaux qui font leurs conneries. Et j'en ai rien à foutre. À moins que vous fassiez quelque chose de sensationnel, et vu la note, j'ai pas l'impression que ce soit le cas. J'ai du mal à voir en quoi ça m'intéresserait, ça. C'est le genre de choses qui fait dire non, quoi. Le premier film m'a clairement pas donné envie de suivre un univers étendu là-dessus, clairement pas. Excusez-moi pour le léger changement d'angle, j'ai dû recharger ma caméra. Donc, le film suivant, c'est un petit peu particulier puisqu'il s'agit de Snoopy et les Peanuts. Alors, en quoi je dis que c'est particulier? Parce que je l'ai pas vu déjà, c'est le deuxième que j'ai pas vu, hein. Ça fait partie des deux que j'ai pas vu. Et voilà, c'est l'un des moins votés, 44 votes, qui a une note extraordinaire. Et ça se sent clairement que l'univers des Peanuts, c'est un univers pour un public de niche. Chaque fois que j'entends des gens en parler, c'est toujours waouh, regardez comme c'est beau, la simplicité de la vie, le côté très doux des personnages, tout ça, tout ça. Et moi, à chaque fois que j'essayais de regarder les Peanuts ou Snoopy, je me faisais chier. Je trouvais ça sans intérêt. Les caractères des personnages me donnant envie de les baffer pour ce qui sort de leur torpeur. J'en avais rien à secouer des personnages. Hein, et j'ai suivi un tout petit peu les petits comic strips Snoopy. Ça a fait partie des vieux trucs des années 90, une fois de plus, je suis vieux, où c'était soit sur les journaux, soit dans des revues particulières, où il y avait des petites vignettes, des mini BD, et on suivait surtout Snoopy, on était surtout sur Snoopy. Hein, c'est justement pour ça que ce film ne s'appelle pas les Peanuts comme dans la VO, mais Snoopy et les Peanuts, pour bien appuyer Snoopy, parce que c'est Snoopy qu'on connaissait en France, hein, pas les Peanuts, on n'en avait rien à foutre des Peanuts. Hein. Et ouais, même à l'époque, ça me laissait de marbre ce truc, totalement. Et au bout du compte, j'ai essayé les 10 premières minutes de ce film. Et tout de suite, je me suis dit, ok, c'est totalement l'ambiance que je connais du truc. C'est totalement pas pour moi. J'ai le sentiment qu'il y a vraiment un tilt qui se fait avec un certain public. Et c'est génial. C'est super, vraiment. Adorez ça autant que vous voulez. Je trouve pas une seule seconde que ce soit insultant ou quoi que ce soit. Je trouve juste ça ennuyeux à regarder. Totalement ennuyeux. Ça fait pas tilt chez moi. J'ai le sentiment que c'est vraiment un truc de niche, une fois de plus, parce que ça doit faire tilt chez une petite catégorie de gens, une petite part de la populace, qui doivent adorer ce genre d'ambiance, qui sont à fond dedans, mais tout comme le dessin animé, tout comme les BD qui ont été faites, sans doute, je suis sûr que vous devez totalement être pris là-dedans, dans le ton très enfantin particulier que ça crée. Moi, ce ton très enfantin particulier, il me fait tellement ni chaud ni froid. Je m'ennuie, et très vite. C'est l'art de m'ennuyer très vite devant le truc qui est forte. Parce que s'ennuyer devant quelque chose, c'est quelque chose, mais au bout de 2 minutes, je m'ennuie devant les Peanuts ou Snoopy. C'est assez dingue. Donc, non, c'est clairement pas pour moi.
Mais j'ai pas noté ça, parce qu'une fois de plus, j'ai pas vu le film. Mais on sent que c'est vraiment pour un public particulier. Et je dis pas ça dans un sens insultant. Hein. C'est génial si ça vous parle et s'il y a une connexion émotionnelle qui se crée, vraiment, totalement. Cette connexion, elle se fait pas du tout avec moi, donc je vais pas m'acharner là-dessus, non. Voilà, donc c'était les deux films que j'ai sautés, et j'ai dû rattraper donc les deux derniers sortis en date. Le premier étant Ferdinand. C'était nul. Je sais pas ce qui est le plus insultant pour les Oscars en fait, que Baby Boss ait été nominé ou ce film. Parce que sérieusement, pour moi c'est du même niveau de stupidité. Vraiment. Je me suis forcé à voir le truc jusqu'au bout. Hein. D'autant plus qu'il y a un problème que j'ai avec ça, et pareil avec le film suivant. Dans l'idée de vouloir faire durer ça 1h40, ok, fut un temps, les films pouvaient durer 1h15 et on acceptait très bien la chose. Surtout les films animés. Du moment où vous racontiez quelque chose de bien fait, on était totalement prêt pour prendre ça comme un bon film, quoi. Vraiment, énormément de films Disney des années 90, qui sont reconnus comme des classiques par beaucoup de gens, font 1h15, 1h20. Pourquoi vous vous acharnez à vouloir aller plus loin? Surtout pour remplir ça avec du vide. Sincèrement, vous verrez une demi-heure de ce truc-là, ça peut être supportable. Sincèrement. Mais il faut qu'on remplisse ça, donc ça va être des grosses conneries. Alors, l'intrigue de base passe. Elle est ultra naïve, la façon dont ça s'arrange à la fin, c'est pas crédible du tout, une seule microseconde. Et ouais, c'est la vision très neuneu, très niaise de comment on devrait voir la corrida. Et je suis totalement d'accord pour dire que la corrida, c'est une mauvaise pratique. Vraiment, hein, je suis clairement pas pour la corrida. Et cette vision très naïve où on essaye de ne pas mettre de méchants précis. Enfin, techniquement, on en met un, mais on essaye vraiment de montrer que les gens peuvent changer facilement comme ça. C'est d'un niveau de naïveté infantile incroyable. Et avant qu'on vienne me dire « Ah mais c'est pour les enfants comme ça », ok très bien, juste une chose, une petite parenthèse là-dessus. On est d'accord, les enfants sont moins exigeants, tout ça, c'est pas le problème. Mais aussi, les enfants sont un petit peu des éponges à ce qu'ils regardent. C'est-à-dire que je vais vraiment absorber les choses que je regarde et ça va un petit peu me façonner. Et quand on leur fait passer un message aussi naïf, et surtout quand on le répète, parce que je vais en parler aussi dans l'épisode, dans le film suivant, et quand on répète ce genre de choses, ils vont se mettre à croire que la vie peut marcher comme ça. Que la vie peut marcher selon ce même principe. Et c'est ultra néfaste pour leur développement. Donc, ouais, une fois de temps en temps, un film avec ce niveau de naïveté dans son message, c'est pas grave, mais si on accepte ça en disant c'est pas grave, c'est pour les enfants, et qu'on le laisse regarder des trucs comme ça va pas super bien le façonner dans les épreuves de la vie. Vraiment pas. Cette façon très naïve de voir les choses. Ça peut amener des trucs comme le personnage du film suivant qu'on va voir, quoi. Mais bon, on en parlera plus tard de ça, hein, dans pas longtemps. En tous les cas, voilà. En dépit de ça, en dépit de la conclusion naïve, ça pouvait passer en termes d'histoire. Mais il y a tous les à côté qui prennent un gros tiers du film facilement, où c'est juste tous les persos secondaires, même notre perso principal, qui font les sandouilles avec du gag amené n'importe comment, et ce sont tous des caricatures pas drôles. Non mais il n'y a pas un seul personnage que j'ai trouvé un tant soit peu intéressant ou quoi que ce soit. Quand on passe le tiers du temps à faire du gag moisi pour remplir le film, ce n'est plus un film qui raconte quelque chose, c'est un film gag. C'est un gros film gag bien gras, et comme apparemment ça a l'air d'être la spécialité de Blue Sky, en gros c'est un peu le truc de Blue Sky, on fait des gros films gag. Beaucoup de ces films sont comme ça malheureusement, et ouais, le gag est mal écrit, les personnages ne passent pas.
ce qui faisait que le gag passait dans une bonne partie des films L'Âge de glace, c'est que les personnages n'étaient pas des ahuris imbuvables. Mais c'est exactement ce que sont les personnages. Et la chèvre, punaise, mais c'est cette chèvre, j'ai envie de la buter, quoi. Tellement elle était naze, et insupportable, merde. Ah, et le nombre de conneries je pourrais te passer des heures sur le nombre de conneries qu'on me balance, quoi. Voilà, donc ça tue totalement dans l'œuf le scénario que vous voulez raconter, qui de base est quand même assez naïf. Autrement dit, il y a plus beaucoup de choses à sauver là-dedans. Et c'est franchement dommage, parce qu'on aurait pu raconter quelque chose de mieux, quoi, si on était parti sur quelque chose de moins naïf, et qu'on avait viré une bonne partie de cette merde. Je dis pas de virer tous les gags, mais virer une bonne partie pour que ça s'écoule mieux. Je pense que ça aurait été beaucoup plus satisfaisant, mais tel que c'est un gros ratage. Et un truc de ce niveau aux Oscars, nominé aux Oscars, mais allez vous faire mettre, quoi. Mais bon, Baby Boss aussi, quoi. Enfin bref, on en vient au dernier film du lot, c'est-à-dire Les Incognitos, avec le moins de votes, hein, le plus petit nombre de votes. Et oui, c'est des films récents, et je comprends pourquoi beaucoup de gens ont boudé. On voit la bande-annonce, on voit un agent secret, enfin un agent spécial, être transformé en pigeon, et on se dit, ok, c'est quoi cette connerie? Pourquoi j'aurais envie de voir ça? Et je vous cache pas que j'étais totalement dans cette optique. Un agent secret transformé en pigeon. Waouh! Le mieux qu'on pouvait espérer, c'était du délire qui puisse faire rire de façon ironique ou non, et c'est pas le cas. C'est une fois de plus beaucoup de gags puérils qui plombent le scénario, et c'est dommage parce que ce genre de configuration, bien que classique, aurait pu marcher. Ça aurait pu marcher sans le délire des pigeons, quoi. Vous auriez pu faire la même chose, la même dynamique de duo avec cet espion qui se fait doubler, qu'on accuse à tort, c'est déjà vu des tas de fois, hein, c'est très classique, c'est ficelle, mais ça peut passer quand même. Qui doit faire équipe avec ce gars qui est un petit peu neuf, qui a une mentalité plus naïve. Et ça aurait pu donner quelque chose de pas mal, mais il fallait que vous balanciez des grosses conneries sur les pigeons, sur le fait que le gars, le héros central, parce que le héros central, c'est pas tellement notre espion principal, hein, qui a la classe, doublé par Will Smith. Honnêtement, c'est lui qui sauve une bonne partie du film. Hein. Sincèrement, c'est parce que j'aime beaucoup ce personnage que ce film arrive à être un peu dans la moyenne, à peu près dans la moyenne pour moi. Mais ouais, une fois qu'on se centre sur l'autre personnage, c'est-à-dire l'inventeur complètement farfelu, qui a du mal avec le fait qu'on l'appelle bizarre, alors que oui, il est bizarre, totalement bizarre, quoi. Il fait des grosses conneries qui n'ont pas de logique. Mais ça peut être cool dans l'idée, cette dynamique de duo à part. Mais il fallait qu'on aille trop loin dans le gag, qu'on aille trop dans le ridicule. Ouais, ça donne pas envie aux gens de regarder ça, tu m'étonnes. La prémisse est ridicule. Qui a envie d'aller voir un film où un espion, doublé par Will Smith, se fait transformer en pigeon? Sérieusement? Moi, j'ai clairement pas eu envie de voir ça. Hein. C'est clair et net que je suis pas allé voir cette merde au cinéma. Hein. Je me suis forcé à voir des trucs comme Turbo, et pourtant, même ça, j'avais clairement pas envie de voir. Bon, c'était mieux que Turbo quand même, mais donc, ouais, le concept, tellement à chier, et les gags pourris qui en découlent, ça plombe énormément le film. Énormément le film. Mais ce qui m'irrite à peu près autant, c'est la mentalité du personnage principal, c'est-à-dire pas l'espion, mais le technicien qui le suit, quoi, le gars un petit peu newbie, qui a cette mentalité stupidement naïve sur la non-violence. Parce que, apparemment, c'est un thème que Blue Sky donnait absolument à faire passer, la non-violence. S'il vous plaît, ne soyez pas violents. C'était pareil avec Ferdinand, c'est exactement la même chose quand on fait passer le message de la non-violence. Et le truc, c'est qu'on parle de cas extrêmes, très spéciaux, d'agents secrets qui luttent contre des organisations terroristes, ce genre de choses. Dire non, la violence n'est pas la solution. C'est quoi la solution, merde?
Sérieusement, lutter contre ça avec des fleurs et des câlins, merde. Le but c'est juste d'appuyer que, ouais, on ne doit pas tomber aussi bas que ceux qu'on combat, et c'est même pas le cas. C'est même pas ça qu'on essaye de mettre en place. On essaye un tout petit peu de mettre en place que, ah, si tout le monde était gentil avec tout le monde irait mieux, hein. Oui, mais ça marche pas comme ça, Jean-Kévin. Le monde, il est compliqué. Et il y a des gens qui profiteront de toi, il y a des gens qu'il faudra arrêter. Hein, et surtout dans le cadre d'espionnage comme ça, tu luttes contre des organisations machiavéliques un peu puissantes. Hein. Ça se fait pas aussi simplement, merde. Vraiment pas. Voilà, cette morale est d'une naïveté ridiculement stupide. Et la façon dont on essaye de nous la fourrer, non, ça passe pas. Et une fois de plus, c'est dommage parce que le personnage de Will Smith, il était cool, vraiment très cool, et il a de bonnes réactions, même quand il est un pigeon. Il faut le faire quand même, parce que punaise, toute la partie où il est un pigeon est stupide, mais il arrive à avoir quelques bonnes réactions malgré tout. Il sauve une bonne partie du film, quoi. Et c'est grâce à lui que j'arrive à trouver ça moyen une fois de plus, donc... Vous mettiez ce personnage dans d'autres circonstances, dans un autre scénario, je suis sûr que vous auriez pu faire quelque chose de très sympa. Mais tel quel, c'est très moyen, en fait. Hein. C'est pas le pire désastre qui soit, donc déjà je suis un peu content de ne pas être tombé sur un truc aussi chiant et... emmerdant que Ferdinand, c'est quand même un bon cran au-dessus, faut pas exagérer, mais finesse c'était plat et c'est vraiment pas la meilleure note pour terminer Blue Sky. Cela dit, ouais, avec ce que je vous ai dit, vous avez pu voir que pour moi en tout cas, Blue Sky c'est loin d'être une succession de films extraordinaires. Il y a beaucoup de bas là-dedans, hein. Il y a quelques hauts, mais surtout majoritairement des bas ou des trucs qui sont juste plats, très moyens. Et ouais, ça va pas hausser ça dans les meilleurs studios qui soient, c'est sûr. Et donc, leur banqueroute ne m'étonne qu'à moitié. Une fois de plus, c'est dommage pour les gens qui ont bossé là-dedans, parce que bon, une fois de plus, je préfère largement un studio comme ça à Illumination. Mais, ouais, hein, ils vont pas me manquer en tant que créateur. Vraiment pas. Horton et L'Âge de Glace, premier du nom, L'Âge de Glace 3. Voilà, c'est les trois films vraiment principaux que je retiendrai d'eux. L'Âge de Glace 3 et Horton. Et un petit peu Robot, voilà, ça s'en fait 4. 4 films qui valent un peu le coup d'être vus. Les 9 autres, vous pouvez les passer, je vous jure, vous perdrez rien. Mais étant donné que pour apprécier L'Âge de Glace 3, il faut quand même connaître L'Âge de Glace 2, techniquement ça fait 5. Voilà, 5 films à voir. C'est ces 5-là que je vous conseille, personnellement. Les autres... Rapidement, je vous fais la liste des 3 meilleurs. On va juste faire 3 puisqu'il n'y en a que 12. Hein, les 3 meilleurs de cette catégorie. Sans surprise, L'Âge de Glace, premier du nom, a gagné. Les Peanuts en deuxième, là ça m'a un peu surpris, mais à nouveau c'est vraiment les gens qui l'ont vu qui ont voté et ça sent totalement le film de niche. Et enfin pour terminer, L'Âge de Glace 3. J'avoue, une fois de plus, très fun, ça raconte rien de précis de bien pensé, mais ultra fun, en grande partie pour Buck. Et enfin, le top 3 des pires que j'ai pas tout de suite sous la main. Alors, là nous avons... Ouais, un Ferdinand, L'Âge de Glace 5, vraiment déprécié, c'est le pire pour vous. Et en numéro 3, assez haut quand même, 10,96 avec Rio 2. Il n'y en a que 2 que vous avez mis en dessous de 10. Pour moi, je trouve que c'est un petit peu abusé, mais voilà, Rio 2, pas apprécié, si vous le dites. De toute façon, le 1 promettait pas grand chose pour une suite, donc je me doute que ça doit pas être extra. Voilà un petit peu le topo, et je sais pas exactement quand sortira le prochain sondage. L'annonce viendra quand elle viendra. Je vous remercie d'avoir suivi, n'hésitez pas à faire partager vos avis en commentaire. Merci d'avoir suivi, à très bientôt.